Bonjour à tous, bienvenue à ce panel, à cette table ronde. Je suis Dominique Seux, journaliste aux Échos et à France Inter. Donc bienvenue pour cette session Financer l'économie réelle. Alors je ne vais pas vous faire l'introduction parfois maladroite des journalistes qui disent très maladroitement ce que l'économiste du cercle va dire lui très brillamment. Donc notre sujet, en fait, c'est extraordinairement simple. C'est beaucoup d'investissements sont nécessaires, il y a beaucoup d'épargne. Comment on va de l'un vers l'autre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais simplement vous présenter à ce stade les membres de ce panel, sachant que nous sommes tous ici en présentiel. Les deux membres qui sont peut-être encore sur vos fiches, qui devaient intervenir en distanciel des États-Unis et du Maroc, ne sont finalement pas avec nous. Et je salue tous ceux qui sont avec nous en distanciel, et on a entendu déjà arriver tout à l'heure, qui sont très très nombreux, que ce soit en direct ou plus tard en replay. Alors, à côté de moi, Olivier Perronnet, qui est le président de Finexsi, un conseil financier. Et le conseil financier nous expliquera ce qu'il fait précisément. À côté de lui, nous avons Bertrand Dumazy, du groupe Edenred. Alors, Edenred, les chèques déjeuner, mais naturellement, les tickets restaurants, mais très loin, ce n'est que la partie, j'allais dire, émergée non pas de l'iceberg, ce serait pas joli, mais de son entreprise. Virginie Morgon, c'est le private equity. Eurazeo, bon, tout le monde connaît Eurazeo naturellement. Maya Attig, qui est la directrice générale de la Fédération bancaire française. Bonjour à vous. Et à côté d'elle, à sa droite, à votre gauche, Nicolas Namias, qui est le directeur général de Natixis, que tout le monde connaît, la filiale bien connue de BPCE, et Bertrand Jacquillat, l'économiste de notre table ronde, à qui je cède la parole immédiatement pour nous camper le sujet. Il est ouvert. Ah, oui. Merci, bonjour à tous, comme tout le monde dit à chaque table ronde. Merci Dominique, je suis chargé donc d'introduire un peu le sujet. Le sujet est financer l'économie réelle. Il faut bien réfléchir. Financer l'économie réelle. On a l'impression que les organisateurs ont voulu mettre un oxymore comme sujet de notre discussion. Financer l'économie réelle. Ça veut dire qu'en fait, la finance et l'économie, ça ne fait pas forcément bon ménage. Donc, on insiste bien, financer l'économie réelle. Dit l'homme qui a choisi sans doute le titre de cette session. Et pourtant, si vous prenez... Alors, la finance a très mauvaise presse. La finance a très mauvaise presse. Ce combat, ou cette opposition entre finance et économie, ça date... sans doute depuis longtemps, mais enfin, il y a eu un vieux débat entre Cambridge, Angleterre, et Cambridge, Massachusetts, dans l'entre-deux-guerres, un vieux débat entre Schumpeter et John Robinson. John Robinson était une Anglaise, grande admiratrice de Keynes, et Schumpeter, comme vous le savez, était un Autrichien, ministre des Finances de son pays, avant d'enseigner à Harvard et être le père de la destruction créatrice. Bon. Et donc, Schumpeter disait, la finance est essentielle pour favoriser la croissance économique. Et à l'inverse, John Robinson, qui était une marxiste, disait que ça met à la limite un peu d'huile dans les rouages, mais guère plus. Autrement dit, beaucoup de gens ont l'impression que la finance est un peu une verrue sur l'économie. C'est un ensemble de mécanismes paralysants qui empêchent l'économie d'avancer. Or, si vous prenez la liste des à peu près 60 ou 70 prix Nobel, d'économistes qui ont obtenu le prix Nobel depuis sa création au début des années 70, ce qui fait donc 50 ans, mais comme il y en a quelquefois 2 ou 3 par fournée, ça doit faire à peu près 65-70 économistes. Dans ces 70 économistes, on avait au moins 15 qui l'ont eu au titre principal, voire essentiel, de financiers, d'économistes financiers, professeurs à MIT, à Chicago. Et lorsqu'on regarde leurs travaux, ils ont fait des travaux sur les prix comme signaux et comme facilitateurs de la bonne allocation des ressources. Ils ont fait des travaux sur la gouvernance d'entreprise et sur l'intégration des objectifs de diverses parties prenantes qui ont des intérêts différents. Ils ont fait un ensemble de travaux, ils ont fait des travaux sur
les différences informationnelles et comment les surmonter pour favoriser le financement des bons investissements. Autrement dit, c'est tous des travaux qui ont un impact réel, mais un peu souterrain, sur l'économie. Et plus près de nous, je vais finir là-dessus cette introduction, enfin pas toute l'introduction, mais cette partie de mon introduction. Plus près de nous, un autre prix Nobel, Joe Stiglitz, qui est un grand pourfendeur du capitalisme américain, bien qu'américain lui-même, reconnaît que dans l'histoire du monde, l'innovation financière a été clé, je dis bien clé, dit-il, clé, pour favoriser la croissance. Alors, en fait, aujourd'hui, dans l'environnement et dans l'écosystème dans lequel on est, cet environnement favorise une réhabilitation, si je puis dire, de la finance, et voilà de quel point de vue cela peut se faire. On a aujourd'hui dans l'économie, on sort d'une crise importante, une crise sanitaire importante, où les gouvernements se sont très très bien comportés sur le plan économique pour éviter les faillites, pour éviter le chômage important, et donc on s'en sort pas mal du tout, et d'ailleurs les instituts statistiques du monde entier maintenant montrent qu'on est en phase de très forts rebonds, et ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que durant cette période, l'État a beaucoup donné, s'est beaucoup endetté, a beaucoup aidé le tissu économique, et le tissu économique a beaucoup souffert. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette pandémie, cette crise sanitaire, a accéléré une transition économique qui est propice à la destruction créatrice, chère à Schumpeter, mais de nos jours à notre collègue Philippe Aghion. Et donc, il faut financer tout cela. Il faut financer cette réparation du tissu économique. Il faut financer ces pans entiers de l'économie qui vont disparaître ou se transformer par la destruction créatrice. Et on manque crûment de fonds propres. Alors, il y a un de mes collègues qui était membre du cercle autrefois, qui ne l'est plus, qui s'appelle Michel Didier, qui a, d'ailleurs, dans le cadre des dernières rencontres d'Aix, c'était pas Aix-en-Provence, Bertrand, Aix-en-Seine. J'arrête ? Bon, j'arrête. Une charmante jeune femme au premier rang manipule avec dextérité. Mais vous la donnerez peut-être après si Dominique veut bien me donner la parole. Manipule avec dextérité un certain nombre de pancartes dont j'ai vu que ton regard les fuyait allègrement. Mais dans la discussion. Merci en tout cas. On a entendu plein de choses. Alors, cette table ronde va se dessiner autour de 3 questions. Et il y aura donc 3 tours, des questions à la fois complexes, mais dont l'intitulé est très banal. Y a-t-il un problème ? Quelles sont les solutions ? Et on abordera spécifiquement la question du climat. Premier tour, et j'ai envie de vous entendre chacun en 3 minutes sur ce point-là. Y a-t-il un problème de fléchage ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les bons investissements aux bons endroits et au bon moment ? Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Est-ce qu'il y a un problème de fléchage de l'investissement vers l'économie dont on a bien compris que toute l'économie était réelle, mais vers l'économie productive au sens très très large. Alors, je vais passer la parole à Maya. Maya Attig. Merci beaucoup. Alors, la question du fléchage, elle peut être entendue par plusieurs manières. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le volume complet des crédits, des crédits à l'économie et des financements de l'économie répond globalement aux besoins. Les besoins, ce sont ceux des ménages, ceux des entreprises, ceux de l'État, et ces besoins sont considérables, augmentent et vont augmenter dans les prochaines années. Donc en termes de volume, il n'y a pas de sujet. En revanche... Donc, pas de problème sur le volume. Le volume correspond en réalité, toute l'épargne qui existe est utilisée pour répondre à des projets, que ce soit ceux de l'État, ceux des ménages, ceux des entreprises. Et ça, c'est dans la lecture directe du bilan des banques. En revanche, une bonne partie de cette épargne n'est pas, je dirais, son orientation n'est pas décidée par l'épargnant lui-même. L'épargnant, il a une offre, notamment de produits réglementés, qui peut le conduire jusqu'à 100 000 euros par personne, voire plus, à avoir des placements dont le couple liquidité rentabilité, et puis si j'ajoute le risque, le triptyque, n'est pas un équilibre de marché. Et donc, il va être orienté vers des investissements qui ne sont pas ceux que l'économie de marché pure et parfaite recommanderait.
Ce qui veut dire que c'est le rôle des intermédiaires financiers de faire les choix rationnels avec ces 3 contraintes. En revanche, il y a une autre partie de l'épargne, plus sophistiquée, pour une clientèle plus patrimoniale, où là, la prise de risque pourrait sans doute être supérieure, mais simplement, aujourd'hui, le choix n'est pas fait spontanément. Et là, est-ce qu'il y a un problème ou pas? C'est le problème de choix des personnes. Ce n'est pas forcément un problème d'offre de produits. Oui, mais si on le prend de l'autre sens, est-ce qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui souffrent d'un déficit d'épargne, en réalité, qui viendrait financer leurs investissements? Alors, en réalité, tout est très fongible. On ne dit pas, tiens, 1 euro de dépôt bancaire va ou ne va pas à tel ou tel secteur de la tech. Voilà. Donc, dans l'ensemble, il y a des secteurs dans lesquels, effectivement, les investissements viennent autant de France que du reste de l'Europe, que du reste du monde. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait de déficit massif dans un secteur ou dans l'autre. Tout se résout finalement dans une question de prix et de structure de financement. D'accord. Donc la réponse, si je résume, c'est tout va bien, mais il y a quelques mais. Mais globalement, ça fonctionne plutôt bien. Globalement, on a un système qui joue bien son rôle et qui cherche surtout à le jouer de mieux en mieux pour s'ajuster aux besoins qui vont croissant. Bon, alors je pose la question maintenant à Bertrand Dumazy. Même chose. Oui, alors moi j'ai un point de vue un peu différent. Aujourd'hui, quand vous regardez l'épargne des Français, cette épargne a augmenté de 165 milliards. 165 milliards, on a démarré avec 100 milliards, on est à 265 milliards. Ça, c'est du côté gauche. Du côté droit, vous avez l'endettement des entreprises en France qui a augmenté d'à peu près 200 milliards et un besoin en fonds propres qui a augmenté d'à peu près 50 milliards. Pour financer le développement d'une entreprise et donc l'économie réelle, il faut être capable soit d'apporter de la dette, soit d'apporter de l'equity, donc j'imagine que donc ce qu'on appelle des fonds propres. Mais dans les fonds propres, il y a 2 types de fonds propres. Il y a les fonds propres externes et il y a les fonds propres internes. Or, le meilleur moyen de financer le développement de l'économie, c'est ces fonds propres internes, c'est-à-dire la capacité à dégager du profit et réinvestir ce profit pour développer son entreprise. Comment, en France, les entreprises vont-elles devenir plus profitables? Il y a un sujet de la compétitivité des coûts, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a aussi un sujet tout en haut, c'est la croissance des revenus. Il faut que les Français consomment. Et ces Français doivent consommer plus parce que ces 165 milliards, c'est en fait, d'une certaine manière, la dette de l'État qui leur a été transférée avec des effets d'aubaine au travers de la crise de la pandémie que nous avons connue. Et donc, oui, on peut mieux financer l'économie française. Le meilleur moyen de le faire, c'est du circuit court. Le circuit court, c'est que ces 165 milliards soient dépensés. Et si on arrivait à les dépenser vers des secteurs qui sont des secteurs économiques non délocalisés ou non délocalisables, le commerce, le tourisme, la culture, on aura tout gagné. Bertrand, si j'étais représentant de l'État, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'État dans l'assistance, je me dirais, manifestement, le panel est d'accord, ou une partie du panel, pour considérer que l'argent, les 165 milliards n'appartiennent pas vraiment aux Français, puisqu'on leur a donné pendant la pandémie. Donc moi, État, je vais remonter les impôts et je saurais mieux faire de l'allocation de ressources. Alors, je m'inquiéterais. C'est une interprétation un peu excessive de mon propos. Ce que je dis simplement, c'est que les moyens technologiques existent pour que cet argent soit dépensé aux bons endroits rapidement. Nous avons des solutions, sans passer par la solution de l'impôt, qui est un autre intermédiaire. Moi, je vous propose un circuit court, c'est dépensons rapidement ces 165 milliards, mettons en place des systèmes de dépenses par de l'argent fléché. On reviendra dessus lors de la deuxième partie de cette intervention. Sur les solutions. Absolument. Donc le problème est d'identifier. Virginie. Bonjour à toutes. C'est pour faire mentir Jacques? Non. Bonjour à toutes. Parce que tu as démarré en disant bonjour à tous. Bon, ah oui, les femmes nous applaudissent. Bon, si vous avez chaud, nous, on est dans un sauna ici, là. Parce qu'on est sous les projecteurs, hein, donc on finira transpirant, vous nous excuserez. Ce qui veut dire que nos idées sont liquides. Oui, écoutez, en tout cas, certaines, sûrement. Alors, peut-être pour, non pas réunir les points de vue, mais Maya s'est plutôt exprimée avec un angle du financement. Et moi, plutôt, je vais m'exprimer avec un point de vue de l'accompagnement des entrepreneurs et des équipes de management en investissant et en fonds propres.
Donc moi, je considère que l'épargne des Français a été investie historiquement dans les fonds euros. Qui, dans cette salle, n'est pas détenteur au moins d'un fonds euro? Je pense que c'est le produit d'épargne qui, depuis 20 ans, depuis post-guerre en réalité, recueille tous les choix des Français. Les fonds euros n'ont fait que financer la dette de l'État sur les 20 dernières années. Et donc non, l'épargne française n'a pas financé, certainement pas directement, l'économie réelle. Maintenant, plus positivement, je suis convaincue que nous sommes à un moment vraiment charnière. D'abord parce qu'il n'y a plus de rendement dans le fonds euro. Donc soit nous sommes capables, avec les compagnies d'assurance, les acteurs du private equity, des produits plus adaptés, de vous redonner du rendement, de se redonner du rendement par les fonds euros, et je suis sûre que Nicolas parlera peut-être de l'évolution réglementaire qui serait nécessaire pour. Mais il faut amener les épargnants à de la prise de risque. Ensuite, le moment charnière, c'est que des moteurs, nos gouvernants ont été de formidables moteurs pendant cette crise Covid. Depuis 18 mois, ils se sont manifestés, démenés pour effectivement flécher de l'argent institutionnel et retail vers de l'économie réelle, dans l'aéronautique, dans le tourisme, dans la santé, avec l'aide des compagnies d'assurance mobilisées au travers de la Fédération française de l'assurance. Il y a d'autres moteurs qui sont les grands investisseurs institutionnels et les investisseurs retail. Ça, c'est le moteur. Les vecteurs, j'ose le dire, sont des investisseurs comme Eurazeo, dits du private equity, des sociétés d'investissement. Vous avez vu depuis 10 ans une très grande désaffection de l'épargnant pour la bourse. C'est en train de revenir. On peut, de mon point de vue, s'en féliciter, avec de nouveau de très nombreuses IPO. Mais la proportion reste assez faible. En revanche, des acteurs comme Eurazeo dans le private equity ont augmenté très sensiblement leur investissement direct dans l'économie réelle. Eurazeo, c'est 450 entreprises, dont une très grande partie est en France. Et en fait, j'ai envie de vous dire que la question en 2021, elle n'est pas financer l'économie réelle, elle est financer mieux l'économie réelle. Et puisqu'on a pris beaucoup de retard et qu'on essaye, on a l'ambition d'accélérer pour effectivement réaliser ce fléchage, faisons-le de manière engagée, responsable, pérenne, avec de la croissance embarquée pour créer des emplois et transitionner joyeusement vers un monde plus carbone neutre. Merci. Et on y va. Merci. Nicolas Namias, pardon. Merci Dominique. Alors, Bertrand, je crois, disait bonjour à tous. Les deux banquiers sont l'un à côté de l'autre. Voilà. C'est charmant. Bertrand disait bonjour à tous. Virginie, tu dis bonjour à toutes. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, le sujet du financement de l'économie, c'est un sujet, honnêtement, qu'on discute, je crois, depuis, en tout cas, moi, le début de mon parcours professionnel. Bon. Il a aujourd'hui néanmoins une spécificité qui est que on est dans un double contexte. Un contexte où on sort à la fois d'un moment d'arrêt quasi total de l'économie, à peu près partout dans le monde, et deuxième élément du contexte, ce qui est majeur, c'est une situation d'abondance de liquidités. Deux chiffres assez frappants. L'année dernière, quand on prend la monnaie, la quantité de monnaie créée par les banques centrales, alors en l'occurrence de l'OCDE, elle a cru de 75%. Et si je regarde la monnaie en circulation, toujours Banque centrale OCDE, alors depuis 25 ans, elle a été multipliée par 15. On a aujourd'hui une situation d'abondance de liquidités. Alors du coup, tout le sujet, et le sujet notamment macro, et après le sujet de financement, c'est que face à ça, on peut avoir deux types de scénarios, deux types de comportements. Le premier, c'est que cette abondance de liquidités vienne financer les actifs existants, et donc viennent fondamentalement perturber la valorisation de ces actifs et probablement contribuer à une survalorisation de ces actifs. Ça, c'est le premier scénario, mais qui est un sujet. Le deuxième scénario, et c'est celui-ci sur lequel on doit travailler, et c'est tout l'intérêt de notre discussion et de ce qu'on essaye tous de faire, c'est de faire en sorte que cette abondance de liquidité ne vienne pas simplement gonfler le prix des actifs, mais que cette abondance de liquidité vienne financer le développement de nouveaux actifs. Et c'est ça notre sujet aujourd'hui. Et du coup, moi je rejoins totalement Bertrand. Je pense que financer l'économie réelle, effectivement, il y a une sorte de provocation dans le titre. Moi j'ai toujours cru que en fait, la finance, c'est avant tout un catalyseur.
Un catalyseur, c'est-à-dire que les tendances, ce sont avant tout les tendances de l'économie, la vision des entreprises, et après la finance, le secteur bancaire et financier vient catalyser et rendre possible ces projets. Et donc tout le sujet aujourd'hui, c'est quels sont les projets qui éclosent, quels sont les projets que l'on veut développer pour éviter le premier scénario, le gonflement de la valorisation des actifs, et pour aller vers le deuxième scénario, le soutien de la création d'actifs. Donc il faut faire confiance beaucoup aux intermédiaires. En réalité, on reste dans un monde où les intermédiaires ont un rôle déterminant. Mais il faut faire confiance à l'ensemble des parties prenantes du système, aux intermédiaires, parce que les intermédiaires vont avoir comme responsabilité d'apporter les financements, mais fondamentalement aux porteurs de projets qui vont faire éclore ces projets que l'on va catalyser. Très bien. Merci Olivier Perronnet, Finexi. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Bonjour à toutes et tous. Je pense que ce que j'ai envie de rajouter par rapport aux propos assez convergents, vous l'avez compris, qui ont été livrés déjà, on a effectivement un système bancaire solide. C'est-à-dire que la question du financement en soi n'est pas un vrai sujet. Le private equity et les intermédiaires, ça a déjà été dit, jouent leur rôle. Moi, dans ma perspective d'évaluateur au quotidien, ce que Nicolas Namias vient d'évoquer, je pense qu'il y a effectivement un risque de surchauffe sur la valeur des actifs, aussi bien d'ailleurs sur le marché boursier que sur le private equity. On voit des valorisations aujourd'hui sur des transactions qui sont à des niveaux extrêmement élevés. Et je pense que c'est un véritable point de vigilance pour ne pas rompre une confiance et un consensus. Virginie Morgon disait à l'instant que les petits porteurs reviennent vers la bourse. Je crois qu'il y en a plus de 900 000 additionnels qui sont revenus sur ces 2 dernières années. Et je pense que le sujet qu'on a déjà évoqué, qu'on réévoquera en deuxième partie sur le fléchage, il marche énormément en fonction de la confiance que l'on saura maintenir. L'État fait beaucoup de choses dans cette période pour éviter le pire. Je pense qu'on peut tirer le bilan que le pire a été évité. Les marchés financiers parlent d'eux-mêmes. Ils portent un optimisme sur le futur qui doit nous réjouir. Pour autant, la surchauffe et la rupture qui pourrait résulter de cette surchauffe est un véritable point de vigilance. Et je pense on reviendra sur la question du fléchage et du rôle que l'État peut avoir en tant qu'incitateur par les outils fiscaux ou bien par les garanties qui permettraient de démultiplier des financements bien ciblés. Je pense qu'on a, au travers de la valeur des actifs, un risque auquel il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants. Ok, c'est assez convergent sur le diagnostic. Pas de problème général macro, sauf évidemment sur la valeur des actifs, mais il y a un problème de fléchage qui est quand même assez manifeste, y compris sans doute pour identifier à moyen long terme les endroits où les investissements seront nécessaires. On va passer aux solutions très concrètes. Alors, Bertrand a laissé entendre, a fait un peu un teasing sur des idées très concrètes pour libérer l'épargne, les 165 milliards. Je ne sais pas si on prend le même ordre que tout à l'heure, où chacun s'exprime un peu au moment où il le souhaite. Bertrand a le micro. Alors, c'est parti. C'est parti. Oui, alors donc moi je redis, nous n'avons pas besoin de 165 milliards d'économies supplémentaires en France. Cet argent doit être dépensé. Ne placez pas votre argent, dépensez-le. Il y a suffisamment de financement avec de la dette et de l'equity. Donc c'est une petite nuance. Quels outils techniques alors, et technologiques? Ensuite, cet argent, où faut-il le dépenser? Puisque d'une certaine manière, c'est un cadeau et un effet d'aubaine, ces 165 milliards. Eh bien, avec les technologies qui ont été développées, notamment dans une très bonne société qui s'appelle Edenred, on est capable de flécher cet argent. Et le flécher, c'est-à-dire que dans la transaction, on est capable de dire où va l'argent et où doit être dépensé cet argent. Et je vous donne un exemple très précis qui est en fait un outil formidable que les économistes recherchent depuis longtemps, parce que c'est très difficile en fait de flécher l'épargne des Français à la consommation ou à l'investissement. Si vous prenez un produit tout bête qui s'appelle le ticket restaurant, qui est cofinancé entre un employeur et un employé, et que vous dites, désormais, c'est plus 19 € par jour que vous pouvez dépenser, mais 38 €, le panier moyen chez le restaurateur passe immédiatement de 14 € à 21 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à des systèmes d'argent fléché, vous pouvez diriger l'argent des épargnants vers la consommation dans des secteurs qui vous intéressent. La restauration est un secteur qui a été particulièrement touché. Pardon? Le micro, Bertrand, le micro.
La marge pour qui? Ah ben non, moi c'est un petit pourcentage du total. Mais donc là où je veux en venir, c'est que en fait, des moyens technologiques existent désormais pour flécher la dépense de consommation. Et on pourrait... J'ai l'impression que Julien Denormandie a buté depuis 1 an sur le sujet. Il voulait faire un fléchage vers le commerce de proximité très équitable. Il n'a pas réussi à monter un système, vraiment. Alors peut-être qu'il peut faire appel à des sociétés comme les nôtres ou d'autres. Mais non, mais très sérieusement, les solutions technologiques existent. Et donc si cette épargne descend rapidement et descend dans des secteurs qui ont particulièrement été touchés, comme le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, la culture, le spectacle, on fera beaucoup de bien à l'économie française. On a entendu la solution. Il s'agit de l'économie réelle, locale. Oui, Maya Hadik. Alors, je vais aller complètement à l'autre bout du spectre pour dire qu'une partie de cet argent, alors pas forcément les 165 milliards, mais ce qui est déjà en compte, voilà, tous les dépôts, les livrets, etc. Donc c'est de l'argent qui est déjà indépendamment de ce qui s'est passé pendant la crise, qui est aujourd'hui déjà consacré par le biais des intermédiaires financiers et dont une bonne partie restera gérée par ces intermédiaires selon des règles prudentielles. Donc là, on n'est pour le coup pas du tout terre à terre, pas du tout dans le local. On est au contraire dans des règles qui sont définies dans des sphères très très nuageuses, très loin de nous et au niveau international. Et en fait, le plus grand risque qu'on court aujourd'hui sur le financement de l'économie réelle, ce serait que des règles dissuadent ou rendent beaucoup plus coûteux l'investissement dans les infrastructures, dans l'export, dans des actifs réels, etc. Et que du coup, les intermédiaires qui aujourd'hui essayent d'assurer une certaine équité de financement entre secteurs se voient dissuadés d'en financer certains. Alors ce n'est pas complètement de la science-fiction. Vous parlez en fait de quoi? De règles prudentielles? De règles prudentielles sur finalement le coût du crédit pour les banques, non pas le coût pour les entreprises elles-mêmes, mais du coût pour les banques. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce qui s'est passé, par exemple, au moment des règles qu'on a appelées Bâle II dans les années 2000, c'est que quasiment du jour au lendemain, les prêts participatifs, qui étaient des instruments de quasi-fonds propres distribués par les banques, eh bien, ils ont quasiment disparu. Et qu'aujourd'hui, pour les raviver, vous avez besoin de mettre en place un dispositif avec une garantie de l'État, etc., etc. Voilà. Donc, je dirais que l'un des éléments, non pas de solution, puisque le pire n'est jamais certain, mais en tout cas, l'un des éléments auxquels il faut que chacun soit vigilant, aussi bien chez les décideurs politiques publics que dans le secteur financier, c'est à ce que des règles qui paraissent extrêmement techniques, extrêmement lointaines, finalement, aient une traduction en dissuadant du financement d'actifs réels existants aujourd'hui. Virginie Moron. Alors peut-être toujours avec un angle fonds propres, private equity et accompagnement des entreprises françaises. Donc quelques solutions. Bon, d'abord, la loi Pacte nous a donné un cadre de travail réglementaire qui facilite déjà très grandement. Donc on peut peut-être commencer à faire avec ce qu'on a. Alors, expliquez peut-être en quoi. De nombreuses mesures ont été mises en place pour effectivement permettre, dans un cadre fiscal et de succession, une capacité réelle optimisée pour des entrepreneurs et pour des épargnants d'investir directement, effectivement, dans l'économie réelle, avec des choix assez larges possibles au travers d'investissements dans des fonds de private equity ou des acteurs de private equity français, ou au travers d'investissements par type FCPI, FCPR, qui existait depuis plus de 25 ans, donc un cadre très largement facilité. Donc avec ce qu'on a aujourd'hui, nous sommes parfaitement capables d'augmenter très largement l'attrait de ce type d'investissement dont il ne faut pas ignorer qu'ils sont plus risqués que ce qu'était l'appétence historique des Français pour du fonds euro. Donc d'un côté, il y a un énorme travail de formation, pas de prévention, mais d'explication de qu'est-ce que ça signifie investir dans l'économie réelle, avec, je dirais, l'ambition, la fierté, mais aussi tout de même le risque qui est attaché.
Ce qui veut dire que les investisseurs privés, épargnants, retail, doivent être prêts à rester longtemps. Et vous seriez surpris de voir à quel point, en réalité, les épargnants restent très longtemps dans les supports qu'ils choisissent. Donc, de mon point de vue, l'épargnant français est parfaitement prêt à prendre du risque supplémentaire dans un cadre qui a été facilité. La conviction, pour moi, c'est de donner aussi cette envie de participer à la revitalisation du paysage économique français. Donc Eurazeo, il y a plus de 10 ans, a fait des choix très forts pour investir, par exemple, dans la tech française, puis maintenant dans la tech européenne. Pendant des années, ça se voit assez peu. Et puis à un moment donné, il y a ce phénomène d'exponentialité. Et on est dedans là. Les sociétés sont... Oui, et je ne voudrais pas qu'il soit pensé que seul le Covid est à l'origine de l'accélération de l'ensemble de cette tech française et européenne. Elle était déjà très présente dans nos vies, en B2C, en B2B2C, bien avant la crise. Il est évident que le pivot que les entreprises ont été forcées de faire et que nous-mêmes, dans nos modes de vie, nous avons fait depuis 18 mois, il y aura probablement sur beaucoup de ces modèles aucun retour en arrière. Donc la tech française, la fintech, l'insurtech, toutes les plateformes d'accès avec une consommation facilitée, ces financements-là, les entreprises en ont follement besoin. Il y a des besoins très importants qu'il faut qu'on puisse, nous, les Européens, ou les Français, puisqu'on est à Aix-en-Provence, nourrir et assouvir, plutôt que de laisser des investisseurs étrangers non européens rentrer au capital de ces très belles entreprises que nous soutenons depuis longtemps, plutôt en venture. Donc là, l'épargnant français a les moyens, si on lui en donne l'envie, de soutenir et d'accélérer ses croissances de ces licornes ou de ces PME françaises. Merci. Nicolas Namias et Olivier Perronnet. Oui, merci Dominique. Les solutions, elles doivent à la fois avoir du sens et puis avoir une dimension technique. Je pense que le sens d'abord, c'est que, on parlait un peu du fléchage tout à l'heure, ce que l'on souhaite financer fondamentalement aujourd'hui, ce sont les grandes transitions. Tu l'as utilisé ce terme tout à l'heure, Virginie. Cherchons à financer, c'est les transitions. Moi, j'identifie 3 grandes transitions, mais chacun peut avoir sa propre approche. La transition environnementale, climatique, énergétique est évidemment majeure. On va l'évoquer après, mais je veux quand même commencer par elle. La transition technologique, en termes de data, d'IA, d'intelligence artificielle, est évidemment une très grande transition. Et puis je veux en citer une 3e, qui est la transition probablement au sens large, sociale et sociétale, qui doit nous conduire dans nos critères d'investissement, non pas là en tant que banquier, mais en tant qu'investisseur, chez Natixis j'ai ces 2 grands métiers, à intégrer ces critères-là. Donc visons à accompagner la transition de nos économies. À partir de là, ce qu'on voit, c'est qu'accompagner la transition, ça veut dire aussi probablement accepter une part de risque et modifier en partie l'appétit au risque des investisseurs. Et donc ça conduit du coup à avoir quelques solutions plus techniques pour soutenir cette évolution de l'appétit au risque. Moi, ces évolutions et ces solutions, notamment je les ai discutées avec Patrick Artus, qui est dans la salle. Alors souvent je dis que c'est le meilleur économiste de France. Ici aujourd'hui à Aix, c'est pas facile de dire ça parce qu'il y a tous les meilleurs économistes de France. Mais j'ai la chance d'en avoir un chez Natixis. Et donc il y a à la fois des solutions industrielles, des solutions réglementaires et des solutions probablement plus en matière de fiscalité. En matière industrielle, il faut viser à toujours proposer davantage de produits d'investissement à nos investisseurs, institutionnels ou particuliers, vers des classes d'actifs qui sont assez directement fléchées vers des actifs réels. Ça se fait notamment sur le private equity, on peut le faire de manière désintermédiée, c'est ce que fait Virginie, ou intermédiée, c'est ce que l'on peut proposer dans des unités de compte, parce qu'il n'y a pas que le fonds euro dans l'assurance vie. Ça, c'est la dimension industrielle. Il y a une dimension plus réglementaire. Tu as parlé tout à l'heure, Maya, de la réglementation bancaire. On peut citer la réglementation des assurances. On sait que dans la réglementation dite Solvabilité 2, pour apprécier les fonds propres nécessaires, on regarde la volatilité des actifs à horizon 1 an, alors qu'on est sur un actif profondément de long terme. Passer à une appréciation à 5 ans du risque et de la volatilité des actifs modifierait la capacité à prendre du risque en matière d'investissement en assurance vie. Et puis, 3e type de solution
là qui relève aussi de la fiscalité, qui est qu'on sait bien qu'il y a des incitations aujourd'hui qui sont plutôt des incitations vers une épargne liquide sans risque. Continuons à poser cette question. Merci Olivier Perronnet pour conclure ce Oui, tour-là. si on regarde rapidement quelques chiffres, les prêts garantis par l'État, le tirage par les entreprises, c'est à peu près 134 milliards d'euros. Le coût des fonds propres sur les entreprises de cette crise pandémique que nous venons de connaître, c'est 90 milliards d'euros. Ce que j'en tire est juste en prenant en photo cette situation-là, le besoin de fonds propres, il est déjà criant. Alors si on rajoute les couches d'investissement qui préparent l'avenir, qu'il faut ajouter le besoin de fonds propres, pour moi, pour l'entreprise, il est absolument crucial et majeur. Et évidemment, il ne peut se régler sans qu'on reparle de l'acceptation du risque. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'éducation de l'épargne française, j'ose parler d'éducation, ce qui est un terme plus fort que fléchage, il est évident que l'acceptation et le goût du risque évidemment raisonné, mesuré, est absolument indispensable parce que, encore une fois, tout ne pourra pas être fait par l'État dans une économie libérale et il est absolument indispensable dans les solutions à venir que l'épargne fléchée vers le risque retrouve sa saveur. Je pense que, évidemment, la restauration de fonds propres, la recette que Bertrand donnait en point numéro 1, qui est une façon de restaurer les marges et les résultats de l'entreprise, sont la première voie pour développer les fonds propres et assurer l'investissement futur. Mais si l'on veut attirer des investisseurs, je pense que, encore une fois, l'éducation du risque du long terme et des projets qui évitent de financer une économie moribonde, mais de parler d'avenir, est absolument essentielle. Et c'est la transition toute trouvée pour le troisième tour, le troisième point que vous allez aborder, mesdames, messieurs, c'est le climat, le financement du climat. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent disponible? Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il est investi au bon niveau de risque? Est-ce qu'on sait ce qui sera utile dans 5 ans, où en seront les progrès technologiques? Est-ce qu'il y a du côté de la finance du greenwashing encore, où c'est totalement fini? C'est un mot qui était peut-être vrai il y a 10 ans ou 5 ans, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Voilà les points sur lesquels je voudrais vous entendre, qui, là, nous concernent vraiment collectivement tous. Sauf si Bertrand, que je vois très sage, voulait dire un mot, peut-être, entre ces deux, entre ces tours. Notre économiste. Je propose que l'introduction soit finie en cours particulier après. Alors, qui commence sur le climat, le bon niveau? Est-ce qu'on manque d'argent ou pas? J'ai une vraie question là-dessus. J'aimerais bien, peut-être, enfin, on en a parlé un petit peu avant, je crois qu'on convergeait tous, à votre surprise, Dominique, sur le fait que le financement de la transition énergétique ne manquait pas d'argent. Et que c'était très important. C'est une réponse collective que vous faites, en fait. Vous êtes nommé porte-parole du groupe. J'apporterai la même réponse. Il y a du temps. Tout simplement, et je crois que le message est très positif dans son affirmation, mais surtout dans sa conséquence. Ça veut dire que, au fond, les entreprises aujourd'hui, elles doivent se dire quel est mon projet, comment je vais vers une trajectoire, la trajectoire de l'accord de Paris, quelle est ma contribution, qu'est-ce que je peux faire, les entreprises et même les ménages. Et la question du financement, c'est un no-brainer, comme on dit en bon anglais. Ça viendra à la fin. Soyons très concrets quand même. Ça Absolument. veut dire que dans le monde entier, si des gens veulent changer, convertir et fermer leur centrale à charbon, financer de l'hydrogène, je suis constructeur automobile, Oui. je veux financer ma transition électrique, il n'y a pas de problème d'argent. Les Européens n'ont pas de problème d'argent là-dessus. Et vraiment, c'est très... En réalité, vu la diversité des financements, vu le positionnement des acteurs financiers, pour ne parler que des banques, elles sont pour la plupart dans le top 10. Hein, vous avez 4 ou 5 banques qui sont dans le top 10, quel que soit le segment de finance climat que vous regardez. Et donc, c'est quand même, tout simplement, c'est un engagement, c'est de la technique, comme l'a dit Nicolas, c'est de l'accompagnement, comme l'a dit Virginie. Bon. Et donc, encore une fois, ce qui compte, c'est de se dire que le secteur financier est complètement en mouvement, et pour une raison très simple, qui est que les besoins sont absolument immenses, et que vous dites, est-ce qu'on sait ce qu'il faudra dans 5 ans? Là, pour le coup, pour ma part, la réponse est non.
Par contre, ce que je sais, c'est que tout le monde se prépare à ce qu'il y ait des choses nouvelles, des projets nouveaux à financer. Et donc, il faut être extrêmement agile et construire aujourd'hui les instruments qui permettront cette agilité, qui permettront de développer sans cesse ces compétences nouvelles. Et donc, c'est de l'innovation dans le secteur financier pour accompagner des transitions qui vont forcément être nouvelles. Mais ça veut dire que dans le secteur bancaire, vos équipes, dans toutes les banques, savent, et je me tourne donc vers Nicolas Lamias, savent comment repérer les bons projets qui seront utiles au collectif dans 5 à 10 ans. Alors, je vais donner l'exemple de comment on s'organise. Mais avant tout, en tout cas, je crois qu'on partage cette idée que le financement est là. Et un jour, moi, j'avais vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait des manifestations avec des pancartes. Une m'avait frappé, qui était une pancarte avec marqué « Moins de banques, plus de banquise ». Alors, au-delà du fait que il y avait probablement la recherche d'un bon mot, que... C'est pas impossible. Et alors, moi, j'ai la conviction strictement inverse. Ah, sur le bon mot, oui. Mais ma conviction est exactement inverse. C'est évidemment, on a besoin de plus de banques et de plus de financement pour avoir plus de banquise. Alors pourquoi ? Moi, je vais dire comment on s'organise chez nous. Premier élément, il y a la question du portefeuille, de ce que l'on finance, de ce que l'on finançait, de ce que l'on finance aujourd'hui, ce que l'on financera demain. Donc il faut se poser la question du portefeuille. Se poser la question du portefeuille, ça a consisté, il y a quelques années, à se dire qu'il y avait des éléments qu'on ne finançait plus. Par exemple, le charbon, chez Natixis, nous avons arrêté en 2015, le gaz et le pétrole de schiste, on a arrêté l'année dernière en 2020. Il y a des éléments qu'on décide d'arrêter de financer, parce qu'on considère que c'est responsable vis-à-vis de la communauté. Mais moi, ma conviction, c'est que notre rôle n'est pas celui-ci. On doit le faire, mais il faut aller plus loin. Le rôle d'un banquier ou d'un investisseur, ce n'est pas l'exclusion. Le rôle, c'est l'accompagnement. Et donc, tout le sujet, ce n'est pas d'exclure, c'est le minimum, la politique d'exclusion. Tout le sujet, c'est d'accompagner la transition des clients. C'est ça le sujet. Et du coup, il faut effectivement avoir les outils. Et les outils, alors on peut avoir différents types d'outils. Il y a les outils les plus classiques sur les financements dont ont besoin les entreprises. Ça fait des années qu'on fait des green bonds. Mais par exemple, désormais, on fait des éléments qui vont plus loin que les green bonds. On fait ce qu'on appelle les KPI link bonds. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise émet son financement, non pas uniquement pour financer un actif vert, parce qu'elle pourrait avoir, dans ce cas-là, des limites sur ses capacités à émettre des financements, mais elle émet des financements adossés à ses engagements. C'est-à-dire que tous les financements de l'entreprise peuvent être financés avec ces KPI link bonds. Ça, c'est très innovant. Et c'est récent. Autant les green bonds sont plus anciens, autant les KPI sont plus récents. Deuxième exemple, chez Natixis, on a développé un nouvel outil, ça fait un peu plus d'1 an, qu'on appelle le Green Weighting Factor. C'est quoi le Green Weighting Factor ? Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est simplement que quand on fait un crédit, comme tu le disais Maya, on a besoin d'allouer du capital en interne. Et ce capital est réglementaire. La décision qu'on a prise et que j'ai prise chez Natixis, c'est que lorsque l'on finance un actif vert, j'alloue moins de capital en interne à ce crédit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être en mesure d'avoir un financement plus intéressant pour notre client. Et quand je finance un actif brun, c'est comme ça qu'on l'appelle, je continue à le faire, parce que je pense que c'est mon rôle pour accompagner la transition. Néanmoins, j'alloue plus de capital, et donc potentiellement, j'ai un coût de financement plus élevé, ce qui va inciter l'entreprise à transitionner du brun au vert. Ça, c'est l'accompagnement de la transition, et aujourd'hui, le temps est écoulé, on a les outils pour le faire. Je te regardais, je ne voyais pas le panneau. C'est le temps que la banque se fonde. Voilà. Oui, alors une des questions posées, c'est est-ce que le greenwashing est encore possible et est-ce qu'il existe du financement vert ? Moi, je peux témoigner en tant que chef d'entreprise que les 2 dernières lignes de financement qui ont été faites, 800 millions d'euros de lignes revolving, donc du cash, 400 millions d'un produit sur le marché, 1,2 milliard levé en 2 ans, et le taux de financement de ces outils est directement lié aux engagements pris par notre société pour la réduction des gaz à effet de serre. Une autre manière de le dire, si on ne tient pas nos engagements, nous, Edenred, en termes de réduction des gaz à effet de serre, le coût de ces lignes de financement est considérablement plus élevé. Mais quelle est la différence de coût ? Eh bien, on parle de 10 à 30 points de base sur un montant d'1 milliard, donc ça fait plusieurs millions d'euros.
Et donc c'est très significatif pour une société comme la nôtre. Donc la révolution verte est vraiment engagée et nos amis banquiers trouvent les moyens, les incentives d'aller chercher les objectifs qu'on s'est fixés, en l'occurrence les objectifs des accords de Paris, et qui sont en évolution constante. C'est-à-dire que ce qui était acceptable il y a encore 2-3 ans, en termes d'équilibre à les trouver, ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile. Et c'est probablement une bonne chose, puisque la contrainte crée le talent. La deuxième observation, puisque moi j'en suis, comme le disait Olivier, sur les 165 milliards à dépenser, c'est le moyen le plus efficace de restaurer les marges des entreprises et donc de restaurer des fonds propres et de dépenser cet argent aux bons endroits. J'aimerais juste vous faire part d'une initiative qui a été lancée en Belgique et qui permet de verdir l'économie et qui est un bon exemple de fléchage, cette fois-ci non pas de l'épargne mais de la consommation. En Belgique, vous avez un produit qui s'appelle l'éco-chèque. Et chaque collaborateur d'une entreprise peut recevoir jusqu'à quelques centaines d'euros par an d'argent fléché. C'est-à-dire que cet argent ne peut être dépensé que pour acheter des produits dits écologiques dans des réseaux écologiques. La technologie permet de faire en sorte que si on veut dépenser cet argent sur autre chose, la transaction ne sera pas acceptée. Et c'est un processus d'éducation de la société belge qui a été mis en route. D'ailleurs, Thierry Pech, chez Terra Nova, en a longuement parlé dans ses papiers en disant c'est des petits stimulus comme cela, technologiquement possibles, mais qui permettent à une société d'apprendre à consommer différemment, et dans le différemment, probablement consommer de manière un peu plus responsable et un peu plus écologique. Oui. J'ai envie d'ajouter juste un mot très bref sur le sujet, c'est sur le green bashing. En fait, je crois que c'est peut-être avec la COP21 à l'époque... On parlait plutôt du greenwashing, en l'occurrence. Oui, mais ça veut dire que sur le sujet, aujourd'hui, on est tous convaincus que c'est un business. Et je crois qu'en soi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où les investissements s'orientent vers le green, c'est aussi une exigence. Et donc, je crois que le sujet ne se porte plus sur le fait de savoir où on en est, c'est qu'il faut y aller... le plus vite possible. Je pense que par rapport à cet environnement, le green, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui effectivement s'investit, se construit. On est en train d'y aller et plus les investissements iront fort dessus et plus la transition ira vite. On voit très bien chez les énergéticiens aujourd'hui à quel rythme les choses se sont accélérées. Il est évident qu'il se passe plus que quelque chose, donc le sujet n'est plus de ne pas y aller, le sujet est d'y aller en confiance. Et je pense que sur la question de la confiance, le vrai sujet, c'est qu'un territoire national comme le nôtre ait toute la compétitivité, la recherche qui permettent de servir ce qui est devenu une cause et une exigence. Virginie. Alors tout se résume avec un réveil début 2021, un réveil des États-Unis et une accélération de la prise de conscience en Europe qui était déjà très présente, mais pas dans les mêmes proportions en Europe. Donc ça, on peut s'en réjouir. Maintenant, au risque de prendre un chemin un peu différent de ce qui a été dit, plusieurs commentaires. D'abord, il faut une décennie pour être un expert, pour changer un mix énergétique dans sa société, pouvoir s'engager dans une trajectoire de carbone neutralité 2035 ou 2040. Il faut des experts, il faut avoir mesuré son impact et avoir d'ores et déjà identifié toutes les modifications sur la supply chain qui seront nécessaires ou tous les investissements qui seront requis pour changer le mix énergétique. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'Europe n'a pas attendu ce réveil 2021 comme d'autres géographies pour prendre la mesure de l'enjeu et la mesure des investissements qui vont être nécessaires. Mais tout est dans la mesure. Nous, Eurazeo, il y a 15 ans, porté par certains d'entre nous, certains pour la diversité, certains pour une place pour les femmes dans l'entreprise, d'autres d'ores et déjà dès 2005 passionnés par le climat. On en fait une stratégie qu'on communique en 2012 ou en 2013. Et une deuxième étape qui est celle de l'année dernière avec le programme O+, d'Eurazeo. Mais tout est mesuré depuis 15 ans, notre impact, celui de nos entreprises. Quand on rentre au capital d'une société, et nous en avons plus de 400 dans le groupe Eurazeo, il y a un plan de développement financier, bien sûr, stratégique, mais aussi un plan de développement appelé extra-financier,
qui recoupe la gouvernance, la diversité, le rôle des femmes dans l'entreprise et bien sûr l'impact sur le climat. Donc beaucoup de mesures, beaucoup d'expertise. Donc ce réveil, il est formidable parce qu'il va dans la bonne direction. Est-ce qu'il est greenwashing? Je ne crois pas. Est-ce que certains découvrent? J'en suis certaine, j'en suis persuadée, mais ils peuvent accélérer. Mesurons nos impacts, mesurons et quantifions les objectifs pour atteindre le 2035 ou le 2040. Mais il faut 10 ou 15 ans pour pouvoir sortir du lot dans une industrie et se retrouver champion dans sa catégorie, dans ce type d'engagement, être reconnu par les différents indices qui nous évaluent, surtout quand vous êtes une société cotée du point de vue de ces engagements climat, où on en parlait à l'heure du déjeuner, les dépôts de trajectoire auprès des Science-Based Targets qui nous aident à atteindre ces objectifs. La méthode, pour moi, elle est fondamentale. La mesure, elle est au cœur de l'atteinte de ces objectifs. Ça démarre par une conviction. Et chez Euraseo, et je pense que c'est vrai dans beaucoup d'entreprises qui sont représentées ici, nous avons toujours dit nous souhaitons être une société d'impact et pas avoir des fonds à impact qui, d'une certaine manière, vous donnent peut-être une forme de bonne conscience sur une contribution à la grande trajectoire que nous menons les uns les autres. Ça veut dire que vous refusez des dossiers? Non, c'est plus complexe. Je veux dire, l'exclusion, je partage les commentaires faits. On ne peut pas tout exclure, hein, parce qu'à ce moment-là, dans 5 ans, le thème de notre débat samedi, dans 5 ans, ça sera est-ce qu'il y a suffisamment de financement pour les secteurs qui sont exclus? N'imaginez pas une seconde que nous allons transitionner en 5 ans. Donc bien sûr qu'il faut encore des financements pour l'industrie du pétrole et du gaz. Sinon, on aura des problèmes plus structurels mondialement. Donc tout le monde se concentre sur l'hydrogène aujourd'hui, mais l'hydrogène aura un impact en 2040 ou en 2050. Donc il faut passer par l'étape électrique. Tout doit être fait pour accélérer la transition sur tous les plans, y compris celui du climat, et accepter un changement complet de mode de fonctionnement. C'est une culture, en fait. C'est comme la diversité, c'est comme la place des femmes dans l'entreprise, c'est culturel. Merci. Avant de prendre une question qu'on a reçue, peut-être que Bertrand Jacquillard, l'économiste, veut dire un mot. J'ai une question pour toi, en tout cas, qui est, au fond, que dit l'économiste entre l'utilité, ou plutôt l'efficacité respective des 3 leviers, qui sont l'investissement qui va financer de la technologie, alors j'ai donné 2 leviers là, et un autre levier qui est taxe carbone, c'est-à-dire les prix. Alors, on peut répondre, les 3 sont efficaces, mais est-ce qu'on peut quantifier un peu les choses? Alors, il faut prendre le micro, si c'est possible. Non, j'ai pas de... Les 3 sont efficaces, je n'ai pas de réponse. Il faut allouer à l'un ou à l'autre. Je veux bien... Voilà, donc si quelqu'un d'autre a une réponse à cette question... Mais je voulais quand même faire une remarque qui ne sera pas une remarque totalement conclusive, parce que les débats ont été extrêmement riches entre les uns et les autres, mais qui répond à cette question des intervenants, surtout sur la deuxième question que tu as posée et la dernière. Et je voudrais reprendre une recommandation, une idée, une innovation financière qui pourrait effectivement financer l'économie réelle. C'est-à-dire une idée qu'a émise Michel Didier de Rexecode, qui répond au défi suivant dont Bertrand a parlé. Bertrand a dit il y a beaucoup d'épargne, il faut la dépenser. Bon. Mais l'épargne de précaution de gens qui ne veulent pas la dépenser, mais ils ne veulent surtout pas perdre d'argent, et ils veulent pouvoir utiliser cet argent quand ils le veulent. Donc ils peuvent vouloir tirer dessus quand ils le veulent et ne pas perdre. De l'autre côté, et ça c'est la quadrature du cercle, de l'autre côté, vous avez l'investissement à risque, il y a beaucoup de choses à financer, comme on l'a dit. Alors comment faire? Bien simplement, l'État pourrait donner une option d'achat, c'est ça l'innovation financière, c'est-à-dire de garantir à chacun qui placerait son épargne dans un véhicule dont je vais dire un mot, qu'il pourra tirer quand il veut, récupérer son argent quand il le veut, et au niveau où il l'a mis. Bon. Mais que s'il reste, et que cet argent va être investi dans les fonds, ça va faire plaisir à Valérie, dans les fonds de private equity, qui pourront être généralistes, qui pourront être à thème climatique, ou ceci ou cela. Bon. Et donc,
l'État rachèterait, jouerait comme une caisse d'assurance, rachèterait les parts de ceux qui veulent se faire rembourser avant l'échéance du fonds de private equity, 7 à 8 ans. Bon. Et par contre, s'ils gardent leur argent jusqu'au bout, probablement qu'ils auront une plus-value. Et l'État, donc, paiera le prix d'exercice, remboursera, et sera porteur de ses parts, et fera sûrement une bonne affaire, car Virginie ne l'a pas dit, mais le private equity est extrêmement rentable. Donc tout ça est très bien. Voilà. Donc une idée qui répond à beaucoup de questions. Une idée concrète. L'option a une valeur. L'option a une valeur, Bertrand. L'option a une valeur. Oui, ben, elle est donnée par l'État. Oui. Donc c'est les finances publiques qui la... Non, mais c'est une bonne idée. Alors, on va prendre pour finir une question qui est arrivée par la tablette que j'ai sur les genoux. Le panel n'évoque pas les besoins qui n'intéressent pas le privé, mais le public, financement de la transition écologique, réduction des inégalités. L'argent privé qui sert à financer des activités non productives serait mieux employé par les pouvoirs publics. Qu'en pense le panel? Je traduis et résume la question. Est-ce qu'un plan Biden n'est pas infiniment plus efficace que tout l'argent investi par le secteur privé et le secteur financier indirectement? Est-ce que l'immense plan de relance, enfin plutôt de transition de Joe Biden? La question plutôt part du postulat que le secteur privé, les financeurs privés, ne sont pas intéressés par certains investissements. Or, on l'a vu, et on n'aurait peut-être pas apporté la même réponse il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, sauf chez certains précurseurs. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de tel secteur. Voilà. Et la réponse plus directe à la question, c'est que, effectivement, aujourd'hui, entre le plan de relance français et le plan Next Gen EU, il y a des financements qui vont être complémentaires de financements privés, ou l'inverse d'ailleurs, en tout cas, qui vont être co-investis avec de l'argent privé pour des projets un peu plus innovants, un peu plus étonnants, pour faire des expérimentations également. Et ça, je crois que ça répond pleinement à la question. On a des plans de relance absolument partout et à tous les niveaux. S'ils sont employés, ce sera tant mieux. S'ils ne sont pas employés, c'est certainement que les projets ont été trop peu nombreux ou que les financements ont pu être trouvés autrement que par ces plans. Juste pour donner une illustration de ce qu'évoque Maya, le gouvernement, depuis mars l'année dernière, a mobilisé différentes parties prenantes. Nous, Euraseo, on est dans une dizaine de pays, je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Donc différentes parties prenantes, les compagnies d'assurance, les investisseurs privés, les investisseurs publics, dans des filières de manière défensive comme l'aéronautique ou le tourisme, de manière offensive comme la santé. Là, il y a un grand plan relance, d'obligation relance qui est né à Bercy et qui est maintenant en train de se déployer, en tout cas qui le sera dans les 6 mois. On ne peut pas dire que la France n'a pas redoublé d'ingéniosité et d'innovation. Et je pense que ces partenariats, que je vais simplifier en les appelant public-privé, seront in fine probablement plus efficaces que le trilliard qui vient d'être voté aux États-Unis par M. Biden. Je vais néanmoins vous pousser dans vos retranchements. J'ai été frappé à la lecture du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, lequel Haut Conseil dit oui, il y a de l'argent, il y a d'investissement pour l'atténuation, essayer d'atténuer le réchauffement climatique, mais on manque d'argent pour l'adaptation au réchauffement climatique, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions vivre avec 1 ou 2 degrés de plus. Et c'est des choses complètement... planter des arbres, qui finance ça? Changer le goudron pour qu'il résiste à la chaleur, changer les puces électroniques des rails pour qu'ils résistent à la chaleur, etc. C'est un angle mort, en fait, des politiques climatiques. En tout cas, c'était l'accent mis par le Haut Conseil pour le climat, qui est un accent... Alors, la différence atténuation, adaptation est connue des écologistes depuis une bonne vingtaine d'années, mais est-ce qu'il n'y a pas, là, du côté du financement privé, un petit angle mort? Et il nous reste exactement... Je suis vraiment vache parce que j'ai posé longue et il reste exactement 47 secondes, 50. Ouais, non, mais moi, je vais être extrêmement convergent avec ce qu'on s'est dit. Globalement, on a des financements qui demandent à s'investir sur cette thématique. Et la réalité, c'est qu'on a plutôt plus d'investissements et de capacités de financement et d'investissement que de demandes et de projets aujourd'hui. Alors, il y a peut-être, comme toujours, des contre-exemples ponctuels,
Mais fondamentalement, je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de projets dans le secteur vert aujourd'hui qui ne trouvent pas son financement et qui, en général, est un financement d'ailleurs moins coûteux qu'un financement traditionnel. Pour revenir au prix des actifs que tu évoquais tout à l'heure, ça va devenir extrêmement cher d'investir dans le green. Donc il faut quand même se préparer psychologiquement et surtout financièrement à accepter ce que certains appellent des bulles, que certains qualifient de la tech aujourd'hui, alors qu'elle est juste en hyper croissance. Et donc c'est normal que les valorisations suivent et anticipent les croissances. Vous allez voir ce qui va se passer sur ces actifs dits green, que les uns et les autres vous trouverez extrêmement chers dans un délai assez court. Ok, parfait. Merci à tous. Il est 16h40. Merci à vous. Merci à vous.